Merci Laurent, bonsoir à vous tous. Lors de ces rendez-vous du premier trimestre 2025, l'Académie salésienne a voulu proposer une réflexion sur la généalogie. Après la présentation de la continuation de l'armoriale et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie par son initiateur Thierry d'Asnières de Vichy, Hélène Morin, directrice des archives départementales de Haute-Savoie, a fait un inventaire très complet des sources auxquelles il faut avoir recours pour dresser un arbre généalogique. Outre les plus évidentes à consulter, comme les actes d'état civil et les registres de catholicité, permettant de remonter méthodiquement vers l'ancêtre le plus lointain identifiable, elle a souligné combien il était indispensable d'explorer les testaments, les recensements, les états de service militaire, les archives des ordres dynastiques ou nationaux, les comptes rendus de conseils municipaux, les cadastres, les correspondances familiales, commerciales ou officielles, et bien d'autres sources potentielles pour, selon son expression, donner de la chair au squelette d'une généalogie. Eh bien, l'objectif de cette troisième conférence est de montrer toute la richesse des informations apportées par cette chair qui fait vivre un arbre généalogique en le reliant aux fluctuations de l'économie, aux changements politiques, aux guerres, aux catastrophes. C'est en fait l'histoire d'une famille qui se dessine, insérée dans la grande histoire dont elle donne de multiples illustrations bien concrètes. La généalogie de la famille Audet en est un témoignage très significatif. Les premières mentions de cette famille apparaissent dans des documents comptables de la Haute-Maurienne dès le début du XIVe siècle. En 1318, la paroisse d'Auchois comptait 6 foyers Audat. La même année, la famille était aussi à Lanslebourg, village qui resta son point d'ancrage pendant des siècles. En 1346, elle est mentionnée à Solières. Sa généalogie suivie peut remonter jusqu'à Jacques Audat de Lanslebourg, mort avant 1561. Son fils s'appelait Claude et son petit-fils également. Ce dernier était notaire à Lanslebourg en 1601 et il s'agit assez probablement du même personnage que maître Claude Audet en charge du grenier à sel de Modane en 1608. On connaît 2 fils du notaire Claude Audet, Pierre, notaire à Modane, et Claude qui vint s'établir à Annecy, où s'était déjà fixé Michel Audet, sans doute un parent proche puisqu'il était originaire lui aussi de Modane. Michel était enseignant à Annecy en 1624. Claude fut reçu bourgeois de la ville en 1628. Sous les arcades de la rue Filatrie, il avait ouvert un commerce d'épices où il vendait aussi des draps romains et des serges de Genève, activité relayée par tout un réseau d'agents commerciaux. En 1635, il acheta à Cran 3 moulins et un battoir sur le Thioux. Il répara ses équipements abandonnés depuis l'épidémie de peste de 1629 et les compléta par la construction d'un battoir à chanvre avant d'affermer le tout. À Cran toujours, il fit l'acquisition d'un martinet qu'il afferma à 2 couteliers. Très vite, Claude Audet sut recentrer son activité sur le fer, dont la demande était particulièrement importante à son époque. En 1641, il racheta au frère Barfely la concession d'une mine de fer dans le Semneau sur le territoire de Sevrier, où il construisit un grand fourneau. La forêt de la Combe-d'Ire lui fournissait le charbon de bois nécessaire pour y fondre le minerai,
Et la même année, il obtint que l'abbé de Tamier, dont François-Nicolas de Ride, lui alberge la recherche du minerai de fer, de plomb et de cuivre dans l'alpage de la Bouchasse, au-dessus de Settenay. L'abbé lui albergea aussi l'eau du Bar pour construire sur le torrent un grand fourneau et un martinet, ainsi que le droit de couper dans les forêts du monastère tout le bois nécessaire à son entreprise. Audet construisit le fourneau et le martinet, mais ne fit aucune prospection minière. Il faisait fonctionner son établissement avec du minerai de fer provenant des mines des Hurtières en Basse-Maurienne, sans payer à l'abbaye les droits de coulée du métal, le contrat les ayant liés à l'exploitation du fer de la Bouchasse. Homme d'affaires avisé, il avait signé ce contrat sans réelle intention d'exploiter le fer de la Bouchasse, mais seulement pour pouvoir s'établir à proximité des vastes forêts de Tamier, pourvoyeuses du charbon de bois nécessaire à son entreprise. Les moines finirent par se ressaisir en 1705. Ils imposèrent à Jean-Guichard Audet, petit-fils de Claude, une révision du contrat d'albergement. Les coulées de métal furent désormais soumises à redevance indépendamment de la provenance du minerai. Fortune faite dans la métallurgie, la famille Audet se tourna vers le notariat. Joseph Audet acheta une charge de notaire à Faverges en 1715, puis celle de Châtelain en 1740. Le recteur de la Sorbonne à Paris, le mathématicien Jean Cochet, natif de Faverges, était le cousin de son épouse, Claudine Cochet. En 1749, son fils Joseph Philibert Audet mit en vente l'établissement métallurgique qui avait été endommagé par un incendie. Les moines de Tamier en firent l'acquisition pour en assurer eux-mêmes l'exploitation. En épousant Marie-Thérèse Favre en 1748, Joseph Philibert Audet avait fait alliance avec une famille d'avocats. Il chercha aussi à se rapprocher de la noblesse. Le marquis de Faverges fut le parrain de son fils Charles, né le 23 août 1758, et la marraine fut la comtesse de Montoux du Barriot. Quant au frère de Madame Audet, François Favre, il devint lui-même marquis en achetant le marquisat de Thônes en 1765. Lorsque la Révolution française envahit la Savoie en septembre 1792, les 5 fils de Joseph Philibert Audet suivirent des voies fort différentes. L'aîné, Étienne, né en 1755, était avocat au Sénat de Savoie. Il s'intégra dans les nouvelles structures judiciaires mises en place par la France, devint président du tribunal civil d'Annecy et fit une brillante carrière de magistrat sous le Premier Empire, procureur à Florence en 1808, puis à Besançon en 1811, avant d'achever son parcours professionnel sous la Restauration comme conseiller à la cour royale de Dijon en 1815. Cette année-là, lorsque le roi Victor-Emmanuel Ier reprit possession de la Savoie, le fils d'Étienne, Jacques Audet, né à Annecy en 1799, n'avait que 16 ans. Il s'engagea dans l'armée sarde où il fut successivement sous-lieutenant à la brigade de Savoie, capitaine dans les carabiniers, major de cavalerie et finalement colonel. En 1830, il épousa Clémentine Bressan, fille du baron d'Empire Joseph Bressan, général de brigade dans la Grande Armée, tué au combat à 43 ans en 1813,
et de Constance de Sey, dont le père était le comte Joseph-Marie de Sey de Thonon, lui aussi général de Napoléon. Le 10 mai 1836, le roi Charles Albert conféra la noblesse à Jacques Audet et lui décerna le titre de baron avec un blason d'azur à la cloche d'or. Jacques Audet mourut en 1852 à la Motte-Servolex où il s'était retiré. Sur son tombeau, au chevet de l'église, on peut lire cette épitaphe. Ici repose le baron Audet Jacques, décédé le 11 octobre 1852 à l'âge de 53 ans. Sa femme, ses enfants béniront toujours sa mémoire. Il était bon, sensible, il a souffert en ce bas monde. Priez pour lui un de profundis. C'est de lui que sont issus les barons Audet établis à Antibes dans les années 1930. Né à Grasse en 1982, le baron Christophe Audet est à ce jour le dernier de la lignée. Le deuxième fils de Joseph Philibert Audet, Charles, dont nous allons reparler longuement, était déjà officier dans l'armée russe lorsque la Révolution survint en Savoie. Le troisième, François, était comme l'aîné, avocat au Sénat de Savoie. Enthousiasmé par les idées révolutionnaires, il fut jacobin dès la première heure. Président du conseil du district d'Annecy en 1792, il déploya beaucoup de zèle pour envoyer plusieurs de ses concitoyens à la guillotine en les dénonçant à Fouquier-Tinville, le terrible accusateur public du tribunal révolutionnaire à Paris. Annecy, le 7e Ventose, 2e année républicaine. Citoyens, je t'adresse 3 extraits de procès-verbaux du comité de surveillance de Marlan des 2, 19 et 29 Pluviose relatifs à un nommé Michel Brassou. Je t'adresse également 2 extraits d'informations prises par le comité de surveillance de la commune de Choisy, des 13 et 30 Nivoses, relatifs à Catherine Balédier. Ces pièces en addition à d'autres procédures que nous t'avons adressées à son égard par notre missive du 3e de ce mois, Salut et Fraternité. François Audet était aussi maire de Faverges. Il fut particulièrement attentif au mouvement anti-révolutionnaire survenu à Marlan, commune voisine de la sienne, contaminée par la vallée de Thône, où, sous l'impulsion de Marguerite Frichelet, la population s'était insurgée contre l'occupant français. Citoyens, j'ai bien reçu votre lettre. Je ne peux qu'approuver votre zèle et gémir sur l'aveuglement de ceux qui cherchent à se révolter et entraîner vos habitants dans des malheurs qui seraient inévitables. Faites part aux braves habitants de Marlan du plaisir que j'éprouve à les voir se refuser à ces perfides insinuations. Redoublez d'activité pour connaître les auteurs du complot. Ne négligez rien pour faire arrêter ceux qui ont enjoint à nos chers camarades la révolte et la sédition. Et dans un cas de pressant besoin, j'irai moi-même à la tête de ceux que je commanderai pour vous porter secours. Je suis très fraternellement le citoyen Audet, maire, Faverges, le 7 mai 1793. Ce François Audet mourut à 37 ans en 1799, ne laissant qu'un fils, Joseph, qui devint sous-lieutenant dans les chasseurs-voltigeurs de la Jeune Garde et qui fut tué à 21 ans lors de la retraite de Russie en janvier 1813. Le 4e des frères Audet était prêtre depuis 1786. Ayant obtenu son doctorat en théologie à Avignon, il avait été nommé vicaire à Douai. Refusant le serment à la constitution civile du clergé, il entra dans la clandestinité. Dès le rétablissement du culte, il fut nommé curé de Saint-Hélin de Douai en 1803.
En 1826, il devint curé de Saint-Maurice de Pringy. À l'âge de la retraite, il se retira à l'hôpital d'Annecy après avoir, en 1842, fait un legs au séminaire et institué une mission en faveur des paroisses de Douin et de Pringy. Quant à Joseph Audet, le dernier des 5 fils de Joseph Philibert, il était né à Annecy en 1773, dans la maison ancestrale de la rue Filatry. Âgé de 19 ans lorsque survint la Révolution, il était déjà garde du corps du roi de Sardaigne, qu'il continua à servir fidèlement sous la Révolution, l'Empire et la Restauration, sans jamais se laisser séduire par la France. Il acheva sa carrière en 1824, major à la brigade de Savoie. En 1823, il avait été nommé syndic d'Annecy, où il s'employa à faire construire un nouveau théâtre inauguré par le roi Charles-Félix en 1826. Il était chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare et décoré de l'ordre au mérite militaire de Savoie. Au décès de son frère François en 1799, il en avait adopté le fils unique âgé de 8 ans, celui qui mourut à 21 ans lors de la retraite de Russie. Lui-même n'avait eu qu'un garçon qui mourut à 24 ans pour sa plus grande douleur. C'est dans la maison Audet de Faverges que naquit le 25 octobre 1758 celui qui fut à l'origine de la branche russe de la famille, Charles, deuxième fils de Joseph Philibert Audet, le filleul du marquis Millette de Faverges et de la comtesse de Montaut du Barrio. Charles Audet entra en 1774 à l'abbaye de Talloires, où l'un de ses oncles, le père Théophile Audet, était moine depuis 1745. Il avait 16 ans et devint don Joachim. Sa vive intelligence lui valut d'être envoyé étudier la théologie dans la célèbre abbaye de Monte Cassino, où il obtint son doctorat avec louange du jury en 1776. De retour à Talloires en 1778, don Joachim s'opposa à son abbé en s'associant aux moines partisans de la sécularisation du monastère et finit par s'enfuir en février 1779 à la faveur du carnaval en dérobant le cheval du supérieur. Il se rendit à Landau où il s'engagea dans le régiment français du prince de Palatinat-Birkenfeld. Au bout de quelques mois, trouvant la discipline militaire trop rude à son goût, il se résolut à revenir à Talloires. Pour obtenir son congé, il fit intervenir un ami de son père, l'annécien Rogès, officier dans les grenadiers d'Eptingen, stationné à Wissembourg. Son congé lui fut accordé au mois d'août. Mais, au lieu de se mettre en route pour la Savoie, il dépensa la totalité de sa solde dans des lieux de débauche. Charles Audet eut alors l'idée de se faire passer pour le fils du marquis de Sales auprès de Pierre de Lille, un bourgeois de Landau originaire d'Annecy. Il parvint ainsi à lui extorquer l'argent nécessaire à son voyage de retour à Talloires. À son arrivée au monastère, don Joachim, comme vous l'imaginez bien, fut accueilli fraîchement par son abbé, qui lui imposa une sévère pénitence, ce qui l'incita à prendre de nouveau la fuite. Il alla s'engager comme hussard dans l'armée prussienne, qu'il déserta dès le début de l'hiver 1782, désireux d'aller se battre à Gibraltar, où la garnison anglaise était assiégée par les Français et les Espagnols. Il se rendit donc à Danzig, port de la Baltique,
espérant y trouver un bateau qui l'emmènerait à Gibraltar. Avant qu'il ne puisse s'embarquer, le siège de Gibraltar avait été levé le 7 février 1783. Le soldat Odet voulut alors reprendre la vie monastique. Parlant le latin à la perfection, il sut convaincre un curé de Danzig de lui avancer de l'argent pour rejoindre l'abbaye bénédictine polonaise de Lublin, où l'abbé, dont Stanislas Kiszkowski, voulut bien le recevoir et se montra disposé à ce qu'il reçoive l'ordination sacerdotale. Encore fallait-il l'assentiment de l'abbé de Talloires. Alors, le 27 janvier 1783, Don Joachim lui écrivit une lettre de repentance. Son ancien abbé l'autorisa à se fixer au monastère de Lublin, mais s'opposa fermement à ce qu'il y soit ordonné prêtre. Charles Odet quitta alors l'abbaye de Lublin. Rompant définitivement avec la vie monastique, il s'engagea dans l'armée polonaise, à Poznań. Aux enfants de cette ville, il donna des cours de français au moins jusqu'en 1789. C'est à Poznań qu'il fut initié à la franc-maçonnerie au sein de la Loge de la Sagesse au cours de l'année 1784. Le 16 juin 1785, la pénitencerie apostolique le releva de ses vœux monastiques. L'année suivante, Charles Odet obtint une permission pour aller à Annecy, où l'appelait la succession de son père qui venait de mourir et qu'il avait réintégré au nombre de ses héritiers en apprenant qu'il avait été relevé de ses vœux. La lecture du testament se fit le 2 avril 1787 dans la maison familiale de la rue Filatry. Ses frères Michel et Jean-François, opposés à son retour dans la famille, l'obligèrent à renoncer pour toujours, par contrat notarié, aux 6 000 livres de sa part d'héritage. Au cours de ce séjour en Savoie, Charles Odet rejoignit la loge de la Triple Équerre qui venait d'être fondée à Annecy le 6 juin 1786. Il y reçut le nom maçonnique de chevalier du fort de Sion. Sion, Jérusalem bien sûr, avec pour devise « Sion est mon camp ». De retour en Pologne, il retrouva ses frères maçons de l'école de la sagesse à Poznań, mais pour peu de temps. Quittant l'armée polonaise, il revint au service de la Prusse, où il accéda au grade de capitaine. En 1790, Charles Odet épousa Caroline von Siebert, une fille de Breslau, la capitale de la Silésie, ville qui était prussienne depuis 1742. Caroline von Siebert lui apportait en dot une propriété à Varsovie, de sorte que le jeune couple alla habiter la capitale de la Pologne. La Pologne, royaume qui, depuis le XVIe siècle, constituait avec le Grand-Duché de Lituanie la République des deux nations. Celle-ci, cependant, avait vu le tiers de son territoire partagé entre la Russie, la Prusse et l'Autriche en 1772. Le 1er janvier 1791, le capitaine Charles Odet entra au service de la Russie dans le régiment des hussards d'Elisabethgrad. Il se déclara noble savoyard, ce qu'il n'était pas, et se fit appeler Odet de Sion en référence à son nom maçonnique. Ce nom présentait l'avantage de faire écho à la vieille famille savoyarde des nobles de Sion, à laquelle il était très vaguement apparenté, son père ayant été légataire en 1729 d'une grand-tante Philiberte de Ladia, mariée en secondes noces à Prosper Antoine de Sion. Membre absent des loges de Poznań et d'Annecy,
il ne put s'inscrire dans une autre loge, la franc-maçonnerie étant alors interdite dans l'armée russe. Le 3 mai 1791, le roi Stanislas Auguste Poniatowski, qui régnait à Varsovie sous l'étroite surveillance de la Russie, accorda une constitution à la République des deux nations pour le plus grand mécontentement des aristocrates polonais et de l'impératrice Catherine II. Le capitaine Odet de Sion fit partie des troupes russes que la tsarine envoya occuper la Pologne et la Lituanie. Au cours de l'année 1792, Madame Odet de Sion accoucha d'une fille qui fut baptisée sous les noms d'Augusta Caroline Wilhelmine dans l'église Sainte-Croix de Varsovie, mais cet enfant mourut au berceau. C'est alors que le patriote polonais Tadeusz Kościuszko fut, en mars 1794, l'âme d'un soulèvement général contre les troupes d'occupation russes qui étaient commandées à Varsovie par le général comte von Igelström. Celui-ci, auprès de qui le capitaine Odet de Sion était chargé de mission spéciale, avait établi son quartier général à l'ambassade de Russie. Le 6 avril, la garnison russe de Varsovie fut massacrée, tandis que le général Igelström, entouré de 400 hommes commandés par le jeune général Valerian Zubov, résistait dans l'ambassade où Charles Odet de Sion était sans nouvelles de son épouse, sur le point d'accoucher d'un deuxième enfant. Le 8 avril, le jeune général Zubov, aux côtés duquel le capitaine Odet de Sion eut une conduite héroïque, parvint à faire quitter l'ambassade au général von Igelström grâce à ses 400 hommes et aux 4 canons dont il disposait. Il put rejoindre le camp allié des troupes prussiennes, commandé par un autre émigré savoyard originaire du Chablais, le général Franz Andreas Favra. Mais 150 de ces 400 hommes y perdirent la vie. Le 4 novembre, les armées russes et prussiennes mirent fin à l'insurrection de Varsovie. Le capitaine Odet de Sion eut alors la joie de pouvoir retrouver sa femme, qui avait mis au monde le 26 avril un garçon nommé Charles comme son père. Cependant, leur demeure de Varsovie avait été pillée et détruite. Le 28 juillet 1795, pour récompenser sa conduite lors du soulèvement de Varsovie, Charles Odet de Sion fut promu major, ce qui lui conférait automatiquement la noblesse russe héréditaire, mais sans titre particulier. Le 28 février, il avait reçu de la Prusse l'ordre militaire pour le mérite. En ce mois de février 1795, Nicolas Zubov, le frère aîné du valeureux défenseur de l'ambassade de Russie à Varsovie, avait épousé Nathalie Souvorova, la fille du feld-maréchal Alexandre Souvorov. À la fin de l'année, le jeune frère de Nathalie, Arkady Souvorov, âgé de 11 ans, fut nommé par Catherine II cadet de la chambre du grand-duc Constantin Pavlovitch de Russie et s'en vint habiter à Saint-Pétersbourg chez sa sœur, c'est-à-dire chez les Zoubov. Le feld-maréchal ayant demandé à Nicolas Zoubov de trouver un précepteur pour son fils, celui-ci proposa Charles Odet de Sion, qui assura ainsi l'éducation d'Arkady Souvorov jusqu'en 1798. Catherine II mourut le 3 décembre 1796 et le nouveau tsar Paul Ier s'empressa d'évincer les favoris de sa mère. Le maréchal Souvorov dut quitter l'armée et se retirer dans son domaine de Kobrin, où il accueillit plusieurs officiers disgraciés. Parmi eux, le major Odet de Sion,
à qui Paul Ier reprochait d'avoir été rémunéré par l'État en tant que précepteur du fils d'un particulier. Craignant que Souvorov trame une conspiration à Kobrin, le tsar l'exila en avril 1797 dans son lointain domaine de Konchansky, dans la région de Novgorod. Au moment de partir, le feld-maréchal, qui était fort riche, donna des paysans et des terres aux officiers privés de ressources qu'il avait accueillis à Kobrin. C'est ainsi que Charles Audet de Sion devint propriétaire terrien dans 3 districts de la région de Pskov, Velikolutsky, Kolmsky et Toropetsk, de sorte que sa famille, inscrite dans le nobiliaire complémentaire de la région de Pskov, possédait 75 serfs en 1838. Au mois de juillet 1797, il accompagna Arkady auprès de son père à Konchansky. Souvorov, préoccupé par son domaine de Kobrin, où il pensait que son intendant le volait et s'enrichissait sur son dos, demanda à Audet de Sion d'en prendre la gestion pendant 6 mois. Il le chargea en particulier de veiller sur son bâton de maréchal, ses épées et ses diamants qui étaient restés à Kobrin. De retour à Saint-Pétersbourg, Audet de Sion continua à se rendre chez les Zoubov afin d'y poursuivre l'éducation d'Arkady Souvorov. Le feld-maréchal se plaignait. Il se plaignait que le budget destiné à l'éducation de son fils était toujours dépassé par le précepteur. Or, dans l'hiver 1797-1798, les Zoubov durent quitter Saint-Pétersbourg pour Moscou. Souvorov pensa alors pouvoir loger gratuitement son fils chez le comte Dimitri Khvostov, qui était un parent et un ami. Quelle ne fut pas sa colère lorsqu'il apprit que le précepteur avait loué pour son fils un appartement où la famille Audet était venue s'établir à ses frais. Charles Audet de Sion fut aussitôt congédié, mais resta néanmoins en possession des terres que le feld-maréchal lui avait données. Dès février 1798, le général-comte Ivan Eustachievitch Fersen, qu'il avait connu en Pologne, l'embaucha comme professeur au premier corps des cadets de Saint-Pétersbourg, école militaire d'élite dont il était directeur. Audet de Sion y fut chargé le 25 août 1799 d'enseigner l'art de la fortification. En 1801, Alexandre Ier succéda à son père Paul Ier, assassiné par un complot. Ce changement fut décisif pour le major Audet de Sion, qui fut réintégré dans l'armée. Le 22 octobre 1802, il fut nommé inspecteur des études au corps des pages que le tsar établit au palais Vorontsov. Le 10 mai 1806, il fut promu lieutenant-colonel et reçut le 8 novembre 1808 la croix de l'ordre de Saint-Vladimir. Le grade de colonel lui fut conféré le 21 avril 1811 et la croix de l'ordre de Saint-Georges le 26 novembre 1826. Alexandre Ier, sans abolir formellement l'interdiction de la franc-maçonnerie, se montra tolérant à son égard. Alors, à Saint-Pétersbourg, au 52 du quai des Anglais, Alexandre Gorebtsov, Alexandre Osterman Tolstoï et Charles Audet de Sion purent donc fonder le 10 juin 1802 la Loge des Amis Réunis. Considérée comme une assemblée d'aristocrates libre-penseurs, amateurs de bonne chère, agités et bruyants, elle rassemblait plusieurs centaines de personnes,
dont les plus grands noms de Saint-Pétersbourg, comme le grand-duc Constantin Pavlovitch, frère du tsar, le duc Alexandre de Wurtemberg, le comte Narychkine, le ministre de la police Balachov ou encore le ministre Kostka Potocki. Odet de Sion ne manqua pas d'installer un temple maçonnique à l'intention du corps des pages dans la crypte de la chapelle du palais Vorontsov. Au sein de la loge des Amis réunis, il fut successivement censeur des discours, grand hospitalier et rosicrucien. Sur le diplôme d'admission d'un nouveau membre, on voit la signature du grand hospitalier Odet de Sion à droite de celle du vénérable, le général de division Alexandre Gorebtsov. En 1812, Charles Odet de Sion fut nommé vénérable par intérim lorsque le général partit combattre Napoléon qui avait envahi la Russie. De 1816 à 1821, il eut la dignité de maître de chaire. Mais en 1822, Alexandre Ier changea d'attitude et prononça l'interdiction complète de toutes les sociétés secrètes, de sorte que les Amis réunis durent cesser leurs activités. Le 18 septembre 1826, l'inspecteur des études au corps des pages partit à la retraite avec le grade de général de division et bien sûr la pension correspondante. En 1828, au terme d'une longue enquête, il fut en mesure d'informer sa famille en Savoie que son neveu disparu, Joseph Odet, officier voltigeur de la jeune garde de Napoléon, qui était venu en Russie en 1812 avec la Grande Armée, avait été blessé et était mort à Orel, à 370 km au sud-ouest de Moscou, en janvier 1813. Savoyard devenu pleinement russe, le général Charles Odet, fils de Joseph, en russe Karl Osipovitch Odet de Sion, mourut à Saint-Pétersbourg le 5 janvier 1837. Ses obsèques se déroulèrent en l'église catholique Sainte-Catherine. Il fut inhumé au cimetière luthérien Volkovskoye, où l'on enterrait tous ceux qui n'appartenaient pas à la religion orthodoxe. Son mausolée, décoré aux armes de la famille, n'existe plus. Il a été détruit par les communistes dans les années 1930 et ces marbres ont été réutilisés au siège du NKVD, l'ancêtre du KGB, à Saint-Pétersbourg. Peu avant sa mort, Karl Osipovitch avait reçu d'Annecy un courrier de son frère Joseph, le plus jeune des 5 frères Odet, qui désirait léguer une partie de ses biens à son neveu russe, Karl Karlovitch, l'unique enfant du général Odet de Sion et de Caroline von Sieber, puisque leur fille était morte au berceau. Toutefois, le reste de la famille s'y opposa vivement et obtint que l'intégralité de l'héritage revienne à Jacques Odet, que le roi Charles Albert venait d'anoblir avec le titre de baron, et à son fils Gustave. Karl Karlovitch Odet de Sion, baptisé dans la religion catholique, était né à Varsovie le 26 avril 1794 pendant le soulèvement de la ville, alors que son père, capitaine dans l'armée russe, était assiégé dans l'ambassade de Russie avec le général Egelstrom, comme nous avons vu tout à l'heure. Au printemps 1796, la famille Odet de Sion s'était installée à Saint-Pétersbourg, où Karl Karlovitch eut l'occasion de vivre auprès d'Arkady Souvorov, dont son père était le précepteur. Le 20 octobre 1802, il entra dans le corps des pages où son père venait d'être nommé inspecteur des études. Le programme comportait des disciplines militaires, les pages étant destinés à devenir automatiquement officiers dans les gardes du corps. Lors de l'examen final, le 30 décembre 1811, Karl Karlovitch obtint de bonnes notes dans les matières d'enseignement général.
mais échoua aux épreuves militaires. Le tsar qui présidait ces épreuves en personne avait été fort déçu, car l'enseignement militaire, limité à 1 mois chaque année, se révélait très insuffisant. À cause de son échec, Karlovitch, âgé de 18 ans, fut incorporé comme simple soldat au nouveau régiment lituanien des gardes du corps, alors que ses camarades qui avaient réussi l'examen y étaient déjà officiers. En 1812, lors de l'invasion de la Russie par Napoléon, le régiment lituanien des gardes du corps, intégré au 5e corps des gardes de la première armée occidentale, combattit l'empereur des Français tout d'abord en Pologne. Mais le soldat Odé-de-Sion, affecté à la réserve, ne participa à aucun combat. Le général Barclay de Tolly, commandant en chef de la première armée d'Occident, lui décerna ses premiers galons le 16 août 1812. Le 7 septembre, à la bataille de la Moskova, que les Russes appellent la bataille de Borodino, Karl Karlovitch Odé-de-Sion connut le baptême du feu et fut blessé d'un éclat d'obus à la poitrine et au bras gauche, ce qui lui valut de recevoir la croix de l'ordre de Sainte-Anne. Il fut évacué à Moscou pour y être soigné chez le général de division Taritchev. Mais quelques jours plus tard, militaires et civils quittaient la ville sur ordre de son gouverneur, le général Rostopchine, père de la comtesse de Ségur, qui avait décidé de l'incendier afin que Napoléon ne puisse pas s'y retrancher. Napoléon entra dans Moscou le 14 septembre. Le soir même, des incendies éclatèrent simultanément un peu partout dans la ville, dont les maisons de bois furent rapidement réduites en cendres. Abandonné dans Moscou comme beaucoup de malades et de blessés, Karl Karlovitch, déguisé en homme du peuple pour échapper aux Français, tenta vainement de rejoindre l'armée russe. Les Français mirent la main sur lui et le contraignirent à faire la chaîne avec des seaux pour lutter contre l'incendie, n'hésitant pas à le frapper pour accélérer sa cadence. Parvenu à s'échapper nuitamment de Moscou, il put rejoindre les avant-postes d'un détachement de cavalerie russe. Alors, vous voyez le tableau, déguisé en marchand, arrivant de Moscou occupé par les Français. Il fut considéré avec suspicion par certains. Or, le maréchal Koutouzov était en train d'interroger l'agent secret Roujanski, dont le double jeu avait été démasqué et qui était passible de la peine capitale. Pour sauver sa tête, celui-ci dénonça un officier russe qui lui aurait transmis à Smolensk des informations destinées au service secret français, affirmant reconnaître Odé-de-Sion comme étant cet officier. Sur le champ, Karl Karlovitch fut arrêté et incarcéré à Vladimir, tandis que le général Rostopchine créait une commission d'enquête. Il s'avéra bien vite que les allégations de Roujanski n'étaient guère fiables. Koutouzov fit transférer le suspect à Voronezh. Pour sa part, le colonel Karl Odé-de-Sion faisait jouer ses relations pour essayer de tirer son fils de ce mauvais pas. L'empereur lui-même demanda des explications à Koutouzov et le jeune Odé-de-Sion fut conduit à Saint-Pétersbourg afin de comparaître le 2 février 1813 devant une commission présidée par le ministre de la Guerre, Alexeï Gortchakov. L'enquête n'ayant démontré aucune preuve de sa culpabilité, Karl Karlovitch Odé-de-Sion, lavé de tout soupçon, retrouva la liberté. Au mois d'août, le tsar le nomma aide de camp du général Barclay de Tolly, qui n'avait pas manqué de témoigner en sa faveur
lorsqu'il avait été mis en accusation. L'aide de Caen rejoignit son général alors que l'armée russe, à la poursuite de Napoléon, avait déjà pénétré sur le territoire français. Le 8 mars 1814, il participa au combat d'Arcis-sur-Aube, le 13 à la bataille de Fère-Champenoise et le 30 à la prise de Paris, où il put parader le lendemain au cours d'un imposant défilé de la victoire conduit par le tsar Alexandre Ier, le roi de Prusse Frédéric Guillaume III et le prince de Schwarzenberg représentant l'empereur d'Autriche. Karl Karlovitch Audet de Sion reçut d'Alexandre Ier la croix de l'ordre de Saint-Vladimir et la médaille commémorative de la prise de Paris. Napoléon signa son abdication à Fontainebleau dans la nuit du 4 au 5 avril et Louis XVIII fit son entrée à Paris le 3 mai. Le 24 décembre, le roi de France décerna la Légion d'honneur au sieur Audet de Sion, major et aide de camp au service de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies. Barclay de Tolly ayant été nommé commandant en chef de la première armée stationnée en Pologne, Audet de Sion quitta la France avec lui. Mais le retour de Napoléon à Paris durant l'épisode des 100 jours ramena en France les 170 000 hommes du général Barclay de Tolly. L'avant-garde avait déjà traversé le Rhin lorsque le général reçut la nouvelle de la défaite de Napoléon à Waterloo le 18 juin et de sa deuxième abdication signée au Palais de l'Élysée le 22 juin. Le 25 juin 1815, Karl Karlovitch Audet de Sion était de retour à Paris avec l'armée russe, dont les Cosaques établirent leur campement sur les Champs-Élysées. Le corps d'occupation russe l'affecta à Nancy. C'est là qu'il épousa une cousine du côté maternel, Louise-Henriette Wilhelmine Vettel, native de Prusse et âgée de 15 ans seulement. Promu capitaine d'état-major le 18 février 1816, Audet de Sion fut nommé le 31 mars commandant de la place de La Capelle en Thiérache. Sa femme y accoucha d'un garçon le 2 novembre 1816. L'enfant fut appelé Charles, comme son père et son grand-père, mais aussi Frédéric, en hommage au roi de Prusse Frédéric Guillaume III, et Alexandre, en hommage à l'empereur de Russie Alexandre Ier. Son prénom usuel fut Alexandre, suivi de fils de Charles à la manière russe, soit Alexandre Karlovitch. À Saint-Pétersbourg, le gouvernement craignait que le corps d'occupation en France ne soit contaminé par des idées trop libérales et qu'il les propage autour de lui à son retour en Russie. Il décida donc de le dissoudre et d'en répartir les régiments dans différents corps d'armée. C'est ainsi que le 11 novembre 1818, le capitaine d'état-major Audet de Sion quitta la France, donc après 3 ans d'occupation. Le 16 mars 1819, il fut nommé aide-de-camp du général d'infanterie Fiodor Filipovitch Dovre, qui reçut le 5 juillet le commandement du corps lituanien stationné en Pologne. Puisque le congrès de Vienne en 1815 avait attribué à la Russie le duché de Varsovie, créé par Napoléon en 1807, la Pologne, dont le territoire avait été intégralement partagé en 1795 entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, n'existait donc plus, si ce n'est dans la titulature du tsar appelé empereur de Russie et roi de Pologne. Le capitaine Audet de Sion fut chargé des travaux du tracé de la nouvelle frontière entre la Russie et l'Autriche. Tâche difficile en raison de l'absence de frontières naturelles.
Ce tracé fut matérialisé par l'implantation de 1900 bornes sculptées aux armes des deux États. En octobre 1821, Odé fut transféré au régiment de Brest-Litovsk, ville célèbre pour sa forteresse, et fut promu major le 31 juillet 1822. Son comportement au cours des manœuvres organisées en septembre de l'année suivante fut très remarqué et très apprécié par le tsar. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1828, Brest-Litovsk fut ravagé par un incendie. Le major Odé de Sion était en manœuvre avec son régiment. Son épouse parvint in extremis à s'échapper du brasier en se sauvant en chemise dans la rue avec son fils Alexandre, âgé de 12 ans. Sa santé défaillante l'ayant contraint à quitter l'armée en 1829, Odé de Sion laissa Brest-Litovsk pour Saint-Pétersbourg, où il fut nommé conseiller de la cour, chargé de mission au ministère des Finances, puis à la commission des approvisionnements. Son fils Alexandre, qui avait été scolarisé à la maison et qui parlait couramment 4 langues depuis l'âge de 9 ans, fut envoyé au lycée impérial de Tsarskoye Selo, dont il avait réussi brillamment les examens d'admission. À Saint-Pétersbourg, Karl Karlovitch devint successivement contrôleur en chef des comptes de la marine le 19 mai 1831, conseiller militaire le 5 octobre suivant, directeur de la commission de contrôle de l'artillerie et du génie le 10 octobre 1832. Nommé conseiller d'État, il fut de nouveau chargé de mission au ministère des Finances en 1835, puis au ministère des Domaines de l'État en 1837. En mai de cette année-là, Alexandre Karlovitch sortit du lycée de Tsarskoye Selo avec le titre de secrétaire provincial, ce qui lui permit d'entrer aussitôt au ministère de la Guerre dans la commission chargée de la mise à jour des règlements militaires. Son travail lui valut, en plus de son salaire, de toucher d'importantes primes en avril 1838 et en mars 1839. Au mois de novembre suivant, il quitta son emploi pour rejoindre sa famille à Saratov, où son père avait été nommé vice-gouverneur le 24 octobre. Le gouverneur, Andrei Mikhailovitch Fadeyev, prit Alexandre dans ses services. Il lui confia en septembre 1841 la responsabilité des statistiques et le chargea de rédiger une description de la région. En outre, il le nomma rédacteur en chef de la Gazette régionale. En 1763, donc bien avant, l'impératrice Catherine II avait fait venir une importante population allemande à Saratov pour coloniser cette région qui n'était alors qu'une steppe déserte. L'influence allemande, qui fut considérable, est toujours visible aujourd'hui dans l'architecture de certains bâtiments. L'épouse du vice-gouverneur Odé de Sion, Louise Henriette Wilhelmine Vettel, étant d'origine prussienne, leur maison devint le centre de la vie mondaine des Allemands de Saratov. Karl Karlovitch lui-même s'engagea dans la création du club de danse allemand, lequel permettait à ses membres de se retrouver pour danser, lire les journaux, jouer aux cartes et aux échecs. L'une des initiatives les plus remarquables du vice-gouverneur Odé de Sion fut d'obtenir que le délai d'intervention des pompiers sur un lieu d'incendie n'excède pas 5 minutes. Un objectif qu'il s'était fixé sans doute au souvenir de l'incendie de Brest-Litovsk lorsque sa femme et son fils avaient failli périr dans les flammes. Un mois après son arrivée à Saratov, le capitaine d'artillerie Afanassi Alexievitch Stolypine avait été élu à la tête de la noblesse locale.
Au début de l'année 1842, alors que le gouverneur Fadeïev était absent, il demanda au vice-gouverneur de suspendre des poursuites qui avaient été engagées contre un membre de la noblesse. Karl Karlovitch Odedosian refusa. Ce fut le début d'une hostilité sans merci entre les deux hommes. Stolypine s'étant aussi heurté au gouverneur Fadeïev, le tsar s'opposa à ce qu'il se représente pour être élu à la tête de la noblesse. Une telle humiliation le contraignit à quitter Saratov. Il bénéficiait toutefois du soutien inconditionnel des nobles de la région qui firent bloc pour rejeter l'autorité du vice-gouverneur Odedosian, au point que Fadeïev lui-même dut demander son rappel à Saint-Pétersbourg. La famille Odedosian dut donc quitter Saratov. À Saint-Pétersbourg, de 1843 à 1849, Karl Karlovitch fut chargé de missions spéciales au sein du bureau du gouvernement. De plus, on sait qu'il écrivait et s'occupait de traduction, mais il n'est resté aucune trace de cette activité littéraire. Quant à son fils Alexandre, il reçut en 1844 la responsabilité des domaines de l'État dans le district de Novaya Ladoga, près du lac Ladoga, à l'extrémité orientale de la région de Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il rencontra et épousa Anne Vassilievna Saritcheva, fille de Basil Alexeyevitch Saritchev. Celui-ci était issu d'une lignée d'officiers de marine. Il avait commandé la formation des équipages et l'école de construction navale avec le rang de lieutenant-colonel. Anne avait pour frère le capitaine de vaisseau Hilarion Saritchev et le contre-amiral Fedor Saritchev qui dirigeait les services de la cour du grand-duc Constantin Nikolaïevitch de Russie, fils du tsar Nicolas Ier, grand amiral de la flotte impériale. De plus, Anne était la petite-nièce de l'amiral Gabriel Andreevitch Saritchev, ancien gouverneur militaire de Kronstadt et ministre de la Marine, et la petite-fille du vice-amiral Alexis Andreevitch Saritchev, ancien commandant de l'escadre de la mer Noire. Sa mère, Nathalie Ilarionovna Filosofova, diplômée de l'Institut des jeunes filles nobles de Smolny, Saint-Pétersbourg, était une aristocrate raffinée d'une grande sensibilité artistique. Ayant perdu son père à 10 ans, elle avait été élevée, avant d'entrer à l'Institut de Smolny, au manoir de Zagvozdié, auprès de son grand-père maternel, Hilarion Filosofov, chef de la noblesse du district de Novaya Ladoga. C'était un intellectuel amateur d'art qui accueillait souvent chez lui des peintres célèbres. En 1853, Alexandre Karlovitch Odedosian fut nommé directeur des services du palais d'Oranienbaum, à l'ouest de Saint-Pétersbourg, résidence de la grande-duchesse Hélène Pavlovna, veuve du grand-duc Michel de Russie, le plus jeune fils du tsar Paul Ier. Dès lors, il vécut avec sa famille dans une annexe du palais. En 1856, il fut promu conseiller d'État comme son père. Cette année-là, la grande-duchesse voulut se rendre à Nice, ville qui appartenait encore au roi de Sardaigne. Alexandre Odedosian eut la responsabilité d'y organiser son séjour. Ces préparatifs lui donnèrent l'opportunité de rencontrer à Paris son cousin savoyard, le baron Joseph Gustave Audet. Dans sa vie privée, Alexandre Karlovitch était ami du poète Nicolas Nekrassov, qui passait ses vacances dans une datcha d'Oranienbaum. Membre très actif de la Société de visite aux pauvres,
Il était aussi administrateur de la chambre des enfants, structure d'accueil pour une douzaine de petits dans la maison de Madame Yanikova à Peski, quartier de Saint-Pétersbourg, et président d'une école qui éduquait près de 40 enfants de 4 à 9 ans, garçons et filles, chez Madame Anderson dans la 11e compagnie du régiment Izmaïlovski. Le 28 mai 1857, Alexandre Karlovitch Odedosian mourut d'une méningite à l'âge de 40 ans. Il fut inhumé dans le caveau familial du cimetière Volkovskoye. Anne Saritcheva restait veuve à 36 ans avec 5 enfants. Alexandre, venu au monde en 1845, Basile en 1846, Élisabeth en 1848, Nathalie en 1849 et Tatiana en 1854. Pour son beau-père, qui avait perdu sa femme en 1853, la mort de son fils unique fut une immense douleur. Il en fit part aux cousins de la branche savoyarde par une lettre du 26 juin 1857. En novembre, Karl Karlovitch proposa à son petit-neveu, le baron Joseph Gustave Audet, de venir s'établir en Russie. Il lui fit miroiter les avantages fiscaux dont bénéficiait la noblesse, lui proposant d'acheter une maison à Saint-Pétersbourg et d'investir dans les chemins de fer, mais ce fut en vain. Karl Karlovitch Odedosian mourut à Saint-Pétersbourg 1 an après son fils, le 5 mai 1858, âgé de 64 ans. Il le rejoignit dans le caveau familial du cimetière Volkovskoye. Naturellement, Anne Vassilievna Saritcheva dut quitter Oranienbaum avec ses 5 enfants. La pension que lui versait la grande-duchesse Hélène Pavlovna de Russie étant trop modeste pour financer leur éducation, elle alla s'établir à Zagvozdier, le manoir de son enfance. Il était désormais propriété de son oncle maternel, le général d'artillerie Alexis Filosofov, qui avait été le précepteur des fils du tsar Nicolas Ier. Le général Filosofov lui abandonna la gestion du domaine, dont les revenus lui permirent d'envoyer les 2 garçons, Alexandre âgé de 13 ans et Basile qui en avait 12, étudier chez un professeur privé à Saint-Pétersbourg. Basile était le filleul du général Filosofov et sa marraine était la comtesse Alexandra Andreevna Tolstaïa, grand-tante du célèbre écrivain Léon Tolstoï, et préceptrice de la grande-duchesse Marie-Alexandrovna de Russie, fille du tsar Alexandre II. En 1868, Basile Alexandrovitch Odedosian, âgé de 22 ans, acheva sa formation militaire avec le grade de sous-lieutenant et rejoignit Varsovie où tenait garnison le régiment de la garde Pavlovski. L'année suivante, son frère Alexandre Alexandrovitch Odedosian commençait sa carrière militaire au régiment Izmaïlovski. C'est alors que leur mère obtint le poste de directrice de l'Institut des jeunes filles nobles d'Orenbourg. Cette ville, à la limite entre l'Europe et l'Asie, constituait un avant-poste face aux nomades kazakhs et comptait une forte population musulmane. La veuve d'Alexandre Odedosian s'y installa avec ses 3 filles en 1869. Élisabeth avait 21 ans, Nathalie en avait 20 et Tatiana 15. Toutes les 3 achevèrent leur formation dans l'institut que dirigeait leur mère. Leur frère aîné, Alexandre Alexandrovitch, avait commencé sa carrière militaire en 1969 au régiment Izmaïlovski, puis était devenu capitaine d'état-major du régiment d'Orenbourg. Au début de mars 1873, lorsque la Russie entreprit la conquête de l'Asie centrale,
le régiment du capitaine Odédocion partit avec 3 autres régiments pour la campagne de l'Amou-Daria, qui mobilisa 13 000 hommes, 56 canons, 4 600 chevaux et d'innombrables chameaux, sous le commandement suprême du général von Kaufmann. Le 29 mai, après 2 jours de combat sous les murs de Khiva, le camp Mohammed Haïm III capitula et ses territoires devinrent un protectorat russe. Alexandre Alexandrovitch Odédocion fut décoré de l'ordre de Saint-Stanislas, reçut la médaille de la campagne de Khiva et fut gratifié d'une pension annuelle. Il participa ensuite à la guerre russo-turque de 1877-1878 dans le 103e régiment d'infanterie, avec lequel il fit la traversée du Danube le 27 juin pour aller combattre en Bulgarie. C'est comme ça qu'allait être créée la Bulgarie. La guerre terminée, il rejoignit le Turkestan, appellation vague que l'on donnait alors aux régions d'Asie centrale passées récemment sous le contrôle de la Russie. Mais il quitta l'armée dès 1879 à l'âge de 34 ans, alors qu'il était célibataire et nul ne sait ce qu'il est ensuite devenu. Son frère Basile Alexandrovitch Odédocion avait débuté sa carrière militaire en 1868 comme sous-lieutenant dans le régiment des grenadiers de la garde Pavlovski à Varsovie. En 1870, à la nouvelle que leur mère, gravement malade, devait quitter Orenbourg pour aller se soigner à Saint-Pétersbourg, il avait abandonné l'armée pour veiller sur elle et sur ses sœurs encore célibataires. Au mois d'octobre, il quitta donc Varsovie avec son épouse Alexandra Anastasievna Chakalskaya, qu'il avait épousée en 1869, et leur fille Anne Vassilievna, qui venait de naître et qu'ils avaient fait baptiser dans la foi de l'Église orthodoxe russe. À Saint-Pétersbourg, il trouva un emploi d'assistant auprès du gouverneur général Krichanovski et devint son chef de bureau dès octobre 1871, un mois avant que sa mère, âgée de 50 ans, ne décède dans un hôpital de Saint-Pétersbourg suite à une lourde intervention chirurgicale. En janvier 1872, il fut muté dans la région d'Orenbourg et fut promu secrétaire collégial en août 1873. Or, cette année-là fut celle de la conquête de Khiva, à laquelle participa son frère Alexandre Alexandrovitch, parti d'Orenbourg au début du mois de mars avec son régiment. Dans son emploi de fonctionnaire de l'administration impériale, Basile Alexandrovitch ne put s'empêcher de l'envier. Il aurait bien voulu reprendre sa carrière militaire, mais il lui fallait assurer l'avenir de ses sœurs. Élisabeth épousa le chirurgien militaire Pierre Alexandrovitch Krounov et Nathalie se maria en Ouzbékistan avec un architecte de Tachkent, Nicolas Oulianov. Quant à Tassiana, demeurée célibataire, elle devint ambulancière et participa à plusieurs campagnes militaires. En 1876, un deuxième enfant naquit au foyer de Basile Odédocion et d'Alexandra Chakalskaya. Un garçon qui fut baptisé à Orenbourg dans la foi de l'Église orthodoxe russe sous le nom de Nicolas Vassilievitch. L'année suivante, les atrocités que les Bachibouzouk avaient fait subir aux Bulgares qui s'étaient révoltés contre le pouvoir ottoman servirent de prétexte au tsar Alexandre II pour déclencher la guerre russo-turque. Son objectif était de libérer la Bulgarie dans la perspective de parvenir à mettre sous la protection de la Russie tous les peuples slaves soumis par les Turcs.
Aussitôt, Basile Odedossian se porta volontaire. Laissant l'administration en mai 1877, il réintégra l'armée avec son grade de sous-lieutenant. Versé au 123e régiment d'infanterie Kozłowski, il participa au siège de Plevna en novembre 1877, dont le résultat fut la reddition d'Osman Pacha et de ses troupes le 10 décembre. Dans des conditions hivernales particulièrement rudes, il dut faire la traversée du Grand Balkan pour aller occuper Sofia le 23 décembre. Du 28 au 30 décembre, il participa au combat de Novo Selo, puis du 3 au 5 janvier 1878, il se battit près du village de Markovo, où fut dispersée l'armée de Suleyman Pacha. Le 20 février, il affronta encore les Bachibouzouk dans les montagnes des Rhodopes. La victoire étant acquise en mai 1878, son régiment vint prendre ses quartiers à Sofia, où des manœuvres furent organisées aux alentours de la ville. Basile Alexandrovitch, promu lieutenant le 23 janvier 1879, reçut la médaille de bronze de la guerre russo-turque et la médaille pour la traversée du Danube. La guerre terminée, son régiment se vit attribuer comme garnison la ville de Koursk. On en parle beaucoup en ce moment, n'est-ce pas? Où il s'établit en juillet 1879. C'est là qu'il mourut le 22 octobre 1883 à 37 ans, sa santé ayant été mise à rude épreuve par les conditions de la guerre hivernale dans les Balkans. L'écrivain soviétique Valentin Pikoul a donné son nom à un personnage secondaire de son roman Bayazet, publié en 1961, pour incarner un officier pédant, pointilleux sur le code des duels. La veuve de Basile Odedossian alla vivre en Ukraine, à Kremenchuk, après s'être remariée avec le colonel Michel Jegero. Sa fille, Anne Vassilievna Odedossian, ne put s'entendre avec son beau-père et rejoignit Saint-Pétersbourg pour aller retrouver une cousine de sa grand-mère, Sarycheva, Olga Alexeyevna Filosofova, qui était dame d'honneur de l'impératrice Marie Fedorovna, l'épouse du tsar Alexandre III. Anne est morte en 1952 à Chapligine, anciennement Ranenbourg. Elle avait épousé un cousin germain, fils de sa tante Élisabeth Odedossian et du chirurgien militaire Pierre Kronov. Il s'appelait le professeur Vladimir Petrovitch Kronov. C'était un biologiste qui fut décoré de l'ordre de Lénine et qui est mort à Chapligine en 1969. Nicolas Vassilievitch Odedossian, quant à lui, resta à Kremenchuk avec sa mère et son beau-père Jegero. Il y apprit l'espéranto, entra au service du contrôle de l'État, c'est-à-dire au service de la censure, et épousa en 1903, ça c'est les couronnes des mariés dans la liturgie orthodoxe, Lydie Apollinarievna Pigelskaya, dont il eut 2 enfants, Alexandra et Alexis. Mais le couple se sépara en 1914 et Lydie retourna chez ses parents à Irkoutsk en Sibérie, où elle éleva seule ses enfants. Survinrent alors la Révolution, la prise du pouvoir par les bolcheviks, l'instauration du régime communiste et la guerre civile, au cours de laquelle Nicolas Odedossian disparut, tandis que Lydie s'engageait comme ambulancière dans l'armée cosaque du fleuve Amour à la frontière de la Chine. Afin que ses enfants ne soient pas victimes de la terreur rouge, elle détruisit
tous les documents attestant la noblesse de la famille, dont elle fit écrire le nom en un seul mot, ce qui est resté sa graphie officielle jusqu'à ce jour, Odé de Sion. Son fils Alexis a continué la lignée. Il fut le père de Valérie Alexeyevitch Odé de Sion, établi à Iaroslavl. Lorsque la Russie plongea dans la Grande Dépression économique de 1985, Valérie, entrepreneur individuel, parvint à survivre en vendant tout et n'importe quoi, de la margarine aux pneus de voiture, en digne descendant de ce Claude Odé, reçu bourgeois d'Annecy au XVIIe siècle, dont le sens des affaires avait assuré les bases solides de la fortune familiale. Toujours installée à Iaroslavl, Valérie Odé de Sion y a créé une micro-entreprise en 2022. Son fils Alexis est né à Iaroslavl où il a fait ses premières études avant de les continuer à l'université de Moscou. Étudiant, il alla durant 5 étés consécutifs travailler aux États-Unis comme tondeur de gazon, parvenant à rassembler le pécule suffisant pour acheter une voiture qu'il rapporta à Iaroslavl. En 2008, il quitta sa ville natale pour s'établir à Moscou, où il rejoignit Andrei Yabashin, créateur en 2010 de A3, entreprise de paiement sécurisée en ligne pour les services publics sur tout le territoire de la Russie. Alexis Odé de Sion y devint analyste financier en 2011. Mais conscient du retard de la Russie, il voulut mettre à jour ses compétences en partant étudier aux États-Unis. C'est ainsi qu'il redevint étudiant à l'Université nationale de Californie, dont il est ressorti diplômé en 2023 avec un Master of Business Administration, à quoi il a ajouté encore un doctorat en économie de l'Université nationale de Singapour. Sportif accompli, on peut le voir courir le marathon de Madrid ou surfer à Bali. Il est aujourd'hui directeur général adjoint de Payment Service A3 LLC, une entreprise d'1 milliard de dollars qui est le plus grand système de paiement sur le marché russe du logement et des services publics. La famille Odé, venue de la Haute-Maurienne chercher fortune à Annecy et qui prospéra ensuite à Faverges, est une belle illustration de l'émigration savoyarde en Russie. Alors que Joseph de Maistre, Xavier de Maistre ou Alexandre Michaud y ont brillé d'un éclat singulier mais n'y ont pas laissé de descendance, Charles Odé a pris racine dans le pays, donnant naissance à toute une lignée, aujourd'hui authentiquement russe, qui témoigne toujours d'un remarquable dynamisme et dont l'avenir s'incarne d'ores et déjà dans le représentant d'une nouvelle génération de la famille Odé qui s'appelle Léon. Je vous remercie de votre attention.